Mourad Benchelali, bonjour. Bonjour. Alors, on vous reçoit aujourd'hui pour témoigner sur votre parcours, vous qui êtes passé par les camps de Guantanamo, par les camps de Kandahar. Je signale juste la sortie d'une BD qui raconte justement votre histoire à vous et à Nizar, qui est une personne de votre quartier avec qui vous êtes parti en Afghanistan, et qui s'intitule Le jour où j'ai rencontré Ben Laden, aux éditions Delcourt. C'est une BD qui est faite par Jérémy Dress. Alors, au-delà des débats, on a parlé dans notre première table ronde du système de la torture, et à quel point il avait été quelque chose de massif, de très important pendant la guerre contre le terrorisme. Et là, on a décidé d'écouter la parole d'une personne qui a vécu dans sa chair les sévices de la guerre contre le terrorisme et notamment la torture. Alors, Mourad, est-ce que vous pouvez nous raconter rapidement vos origines? Vous savez que vous êtes né, dans quel contexte vous êtes né, pour ensuite comprendre comment vous êtes parti en Afghanistan, et on verra ensuite ce que vous avez vécu. Si je devais décrire en quelques phrases le contexte dans lequel je décide de partir à l'âge de 18 ans en Afghanistan, en 2001, en juin 2001, je dirais que c'est la proposition d'un de mes proches qui lui-même avait été en Afghanistan. Donc il a passé plusieurs mois là-bas. Et à son retour, il considère que la première de ses missions, c'est de convaincre son petit frère de suivre le même chemin. Pour des raisons religieuses, il a embrassé l'islam des talibans et il pense qu'aller en Afghanistan me ferait du bien. Alors moi, j'ai grandi au quartier des Minguettes, à Vénissieux, le fameux quartier où a commencé la marche des beurs. J'ai un père qui est imam, à l'époque qui est très engagé puisque lui-même, il prône... on va dire, la participation des musulmans dans l'engagement, notamment envers les autres musulmans, etc., enfin l'entraide humanitaire et tout ça. Et lui-même va aller en Bosnie pour aider les musulmans. Il va être capturé pour ça par les Serbes. Il va passer plusieurs mois en prison. Ça va être médiatisé. Et cette affaire, je dirais que ça a été un peu le point de départ de l'engagement de mon grand frère. C'est-à-dire que je pense qu'il s'est beaucoup inspiré de mon père, que ça l'a beaucoup inspiré. Il est rentré dans la religion aussi pour ces raisons-là. Et je pense que c'est comme ça que lui-même, d'ailleurs, pour revenir à lui, a décidé d'aller en Afghanistan. Donc voilà, c'est toutes ces choses qui sont imbriquées. Et il vous convainc d'aller en Afghanistan? Alors bien sûr, il a d'abord sa manière de présenter les choses. Il parle de rivières, de montagnes. À le croire, c'est les destinations de vacances, quoi. Alors c'est vrai que ça fait sourire aujourd'hui avec tout ce qu'on sait pour l'Afghanistan. Moi, je ne me renseigne pas plus que ça, je lui fais confiance. Je suis naïf. En même temps, je sais très bien que l'Afghanistan, c'est un pays qui est dangereux, qui est risqué, c'est trouble, c'est bizarre cette histoire. Mais c'est aussi ce qui excite en fait. Donc j'accepte ta proposition pour plein de raisons. D'abord parce que j'ai jamais voyagé de ma vie, parce que j'ai envie de sortir de ce quartier des Minguettes dans lequel je me sens oppressé. Pourquoi? Parce que c'est une forêt de Tours, parce qu'on est isolé du centre-ville, parce que pour sortir du quartier, il faut une demi-heure de transport en commun. Parce que je n'ai pas vraiment de perspective. Je suis animateur dans un centre social, mais ce n'est pas non plus un métier qui me fait rêver. Et puis j'ai ce frère qui me fascine aussi, parce que lui-même a fait le tour du monde, parce qu'il a été dans plein de pays. Il a été au Moyen-Orient, il est parti vivre dans plein de pays différents. Il a toujours des histoires à raconter. Il a fait des rencontres incroyables. Et donc tout ça me fascine et tout ça me donne envie de l'écouter en fait. Et donc vous partez et donc en juin 2001, et c'est vrai que la date est très importante aussi pour comprendre, je pars. En tout cas, lui, il organise tout. Il me dit, écoute Mourad, si tu veux partir en Afghanistan, au moins pour aller voir, je m'occupe de ton voyage. C'est une filière qui est bien organisée, c'est des amis à moi. Donc moi, je m'occupe de tout, je te finance le voyage. Et que c'est exactement ce qui va se passer, puisque en passant par Londres, le Pakistan, l'Afghanistan, donc c'est pas un petit voyage, c'est une grande aventure, on se retrouve dans la ville de Jalalabad dans l'espace d'à peine 3 jours. En arrivant sur place, malheureusement, les choses changent, puisque en arrivant sur place, ce n'est pas les vacances justement, puisqu'il y a des combattants étrangers, il y a des maddafa, c'est le terme en arabe pour dire maison d'accueil. C'est-à-dire qu'en Afghanistan, les gens sont pas mélangés. Ils sont par pays d'origine, par langue parlée, c'est bizarre, mais les gens ne se mélangent pas en Afghanistan. C'est ce que je découvre tout de suite. C'est-à-dire qu'il y a la maddafa des Algériens, des Tunisiens, des Saoudiens, etc. etc. Pourquoi? Je ne comprends pas trop. Toujours est-il que la personne qui nous a accompagnés, qui de mon point de vue est un ami à mon frère, qui s'appelle Mohamed, un Pakistanais, nous dit, Nizar et toi, vous allez dans la maddafa des Algériens, puisque les Algériens sont généralement francophones, et Nizar et toi, vous ne parlez pas l'arabe.
Alors au début, ça ne nous pose pas de problème parce que ces Algériens sont plutôt gentils avec nous, même si ce n'était pas ce qui était organisé par mon grand frère, parce que lui-même avait imaginé qu'on allait chez un ami à lui. Alors ils nous prennent nos passeports, nos affaires, donc on sent tout de suite qu'il y a une espèce de prise en charge. Mais on ne comprend pas tout de suite qu'il y a un embrigadement. C'est-à-dire qu'au bout de quelques jours, il y a ce Mohamed, donc le passeur, qui revient nous voir et qui nous dit: j'ai pour mission de vous accompagner dans la ville de Kandahar. Donc c'est une ville qui est plus au sud de l'Afghanistan, plus désertique, il y a plus de talibans. Il y a une autre Maddafa qui est très grande, où il y a principalement des jeunes. Donc Mohamed nous dit: vous allez dans cette Maddafa, puisque là-bas, vous allez rencontrer d'autres jeunes comme vous. Et en effet, on débarque là-bas, il y a plein de jeunes, très jeunes, même de 13 ans, 14 ans, du monde entier. C'est la première fois de ma vie que je vois ça. Et on se laisse guider avec Nizar, on est dans l'euphorie. On voulait de l'aventure, et ben on est servi en fait. C'est-à-dire qu'on est, en l'espace de 3-4 jours, on a fait au moins 5 ou 6 villes. C'est un pays magnifique, c'est vrai. Enfin, franchement, on ne se pose pas plus de questions que ça. En tout cas, on est à des années-lumière de comprendre ce qui va se passer le lendemain, puisqu'on débarque dans un camp d'entraînement qui appartenait à l'époque, en tout cas de cette organisation qui n'est pas encore connue, en tout cas pour nous, qui s'appelle Al-Qaïda, d'un camp qui s'appelle Farouk, qui est un entraînement militaire, un camp d'entraînement au milieu du désert. Et donc on nous dit tout de suite, en arrivant sur ce camp, il y a un entraînement qui dure 60 jours. C'est un entraînement qui est obligatoire. D'abord parce que pour chaque musulman, un entraînement militaire, c'est une obligation religieuse. C'est le prophète qui l'a dit. Et puis en plus, il y a les talibans qui combattent au nord de Kaboul. Donc ce serait bien d'aller combattre à leur côté pour défendre cet État islamique. Vous sentez pris au piège là. Alors, en tout cas, on comprend tout de suite qu'il y a un entraînement qui est imposé par les organisateurs d'une part du camp, par les talibans, et puis aussi pour des raisons idéologiques principalement. Ils nous disent, l'émir en tout cas du camp a un discours qui est très, très simple en fait. Il dit, nous on a l'habitude de voir des jeunes qui ne veulent pas faire les entraînements, surtout les Européens. Donc l'entraînement est imposé, à part ceux qui sont malades qui peuvent ne pas faire l'entraînement, mais l'entraînement dure 60 jours, et puis une fois qu'il est terminé, on verra. En tout cas, vous le faites, il n'y a pas de discussion. Puis il y a des punitions pour ceux qui ne veulent pas faire les entraînements. Enfin bref, c'est pas, en tout cas, c'est pas la colonie de vacances, quoi. C'est là que, on va dire que, entre guillemets, ouais. C'est vrai que c'est caricatural de dire ça, mais que les vacances virent au cauchemar, quoi. Ouais. Ouais. Et vous me disiez que la fin de l'entraînement, c'est le 13 septembre. Ouais. Donc 2 jours après les attentats du 11 septembre. À peu près, ouais, c'est ça. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, on débarque dans le camp au mois de juillet. De juillet à août, il y a un entraînement militaire qui va basculer d'ailleurs à un entraînement terroriste, puisqu'il y a un entraînement au maniement des explosifs, des armes. Il y a des instructeurs qui nous expliquent que la guerre, c'est pas juste se battre comme dans les films avec des armes. Que la guerre, c'est aussi poser des bombes, faire des attentats, que la fin justifie les moyens. Et puis surtout, là, ça va être un peu, on va dire, légitimé d'un point de vue religieux. C'est lorsqu'on va avoir la venue d'un prédicateur, un saoudien, qui s'appelle Osama Ben Laden, et qui va venir prôner les attentats suicides. Donc lui, il dit, vous les jeunes, même si vous êtes jeunes, je vous conseille de commettre des attentats suicides, parce que vous, les musulmans, vous n'êtes pas assez habitués à utiliser cette technique. Donc au moins, c'est clair. Puis surtout, il va dire, dans quelques jours, on va frapper les Américains. Ça va arriver, là, dans quelques jours, on va frapper les Américains, qui sont nos principaux ennemis, qui sont les chefs des mécréants. Et voilà, il annonce ça comme ça. Et donc, il y a cette fin de l'entraînement. Et vous vous retrouvez pris au piège, vous voulez rentrer en France, sauf que c'est foutu. L'entraînement se termine et on n'a qu'une seule envie, c'est de disparaître. Je récupère Nizar qui, lui, entre-temps, est tombé malade. Il est à l'hôpital, je le récupère, je dis Nizar, on rentre au quartier, on se casse. Est-ce que vous avez vu les attentats? Alors, en tout cas, on ne sait pas qu'il y a des attentats à ce moment-là. Vous ne saviez pas. On arrive à Djalalabad, on récupère nos passeports, nos affaires, on retrouve les Algériens et puis on leur dit qu'on veut rentrer chez nous. Alors, ils nous disent, non, vous ne pouvez pas rentrer, surtout pas maintenant. Alors on leur dit, mais pourquoi? Puis ils nous disent, il s'est passé un événement, là, écoutez la radio, on n'a même pas besoin de vous expliquer, vous allez comprendre. À l'époque, il n'y a pas la télé ou l'Internet en Afghanistan, c'est interdit par les talibans, et on apprend sur RFI qu'il y a eu une attaque à New York, et que le commanditaire, en tout cas son nom commence à circuler, s'appelle Osama Ben Laden. Alors moi je le connais, c'est l'imam que je viens de croiser dans ce camp. Puis les Algériens nous disent que le pays est en istinfar, c'est-à-dire en état d'alerte, c'est le terme en arabe, et que il y a une intervention américaine qui est imminente. On nous dit, les Américains, ils arrivent, ils vont bombarder. Au début, ils parlaient même de bombes atomiques. C'était la folie, quoi. En tout cas, en effet, le piège se referme pour Nizar et moi, parce qu'on se dit qu'on est coincé. Qu'il y a d'une part
cet entraînement qu'on vient de faire et peut-être qu'on va nous demander ensuite une contrepartie. Et puis ensuite, il y a cette intervention américaine qui est imminente. Et en effet, les Américains interviennent très vite puisqu'ils commencent à bombarder à peine en quelques jours. Et vous tentez de prendre la fuite, vous arrivez au Pakistan. Ouais. Et là, vous êtes capturé par les villageois. C'est ça. Au bout de quelques mois de fuite, on réussit à rejoindre un village qui s'appelle Parachinar. On est capturé par des villageois. Alors, on ne sait pas encore, mais les Américains proposent des primes pour la capture de toute personne susceptible de les intéresser. Et c'est comme ça qu'on se retrouve dans une geôle pakistanaise. Et puis, on est interrogé par la CIA. C'est la première fois qu'on rencontre des Américains. Et puis, le lendemain, on va être transféré à l'armée américaine. Et au départ, moi, franchement, la CIA nous avait dit qu'ils nous remettraient à leur armée. Moi, je le prends comme une bonne nouvelle parce que je me dis, les Américains, bon, il y a des relations avec la France, tout ça, ça devrait être, a priori, de nature à accélérer une extradition. Mais en fait, les Américains sont aussi violents que les Pakistanais puisqu'on est attaché dans des avions, on est encagoulé, et puis on débarque à Kandahar, donc l'Afghanistan, dans un camp. Et c'est là que vont commencer les premiers interrogatoires par les militaires. Donc eux, vous nous expliquez qu'à cause du 11 septembre, ils ont arrêté tout le monde, qu'ils feront le tri plus tard, et que de toute façon, les apparences jouaient contre nous parce que si on avait été en Afghanistan, c'est qu'on faisait partie d'Al-Qaïda. C'est la première fois d'ailleurs que j'entends le nom de cette organisation. Donc je lui dis, mais Al-Qaïda c'est qui? Et le militaire me dit, bah, Al-Qaïda c'est toi. Al-Qaïda c'est vous. C'est les jeunes qu'on vient d'arrêter, c'est vous, pour nous c'est vous. Partie de cette organisation. D'ailleurs, je suis convaincu que toi-même, Mourad, tu es parti en Afghanistan pour revenir en France et faire des attaques pour ton organisation. Et donc dans le camp de Kandahar, qui sera donc avant Guantanamo, vous dites dans une interview que c'est plus court, mais c'est plus intense. Les sévices que vous allez... Je n'entrerai pas dans les détails, mais juste pour imager un peu les choses, c'est que à Guantanamo, enfin à Kandahar, pardon, ce qu'on a connu, ce qui a été médiatisé en tout cas, ou ce qui a été révélé des sévices subis dans le camp irakien d'Abu Ghraib, on a vécu quasiment la même chose. Sauf qu'il n'y avait pas de photos. Voilà un peu pour décrire ce qu'on a vécu à Kandahar. Et là, vous partez ensuite, on vous transfère. On est transféré de nouveau, sauf que là, le vol ne va pas durer 2 ou 3 heures, mais près de 24 heures, et on débarque dans une base militaire américaine. On apprend qu'on est à Cuba, mais les militaires nous disent pourquoi ils ont choisi Cuba. Ils nous disent qu'ils ont choisi Cuba parce qu'à Cuba, les lois américaines ne s'appliquent pas, et comme c'est une base militaire américaine, les lois cubaines ne s'appliquent pas non plus, donc on n'a pas de statut, on n'a pas de droit. Voilà. Et vous subissez, vous rappelez, des techniques d'interrogatoire renforcées qui proviennent d'un manuel élaboré par la CIA, conjointement avec des psychologues, une forme de torture psychologique qui va durer pendant 2 ans et demi. C'est ça, c'est que la CIA considère qu'il faut faire souffrir les détenus pour obtenir des infos. Donc c'est plein de méthodes qu'ils ont testées, par cycle, comme la privation de sommeil, le fait d'être transféré d'une cellule à l'autre toutes les demi-heures, les humiliations sexuelles, alors si je n'entrerai pas trop dans les détails, le fait d'être menotté dans des positions douloureuses, donc c'est pas forcément physique, ou en tout cas on se fait parfois même du mal à soi-même. L'usage de la climatisation, de la musique, enfin bref, c'est plein de méthodes qui sont utilisées sur la majorité des détenus. Est-ce qu'il vous est interdit ou est-ce que la pratique de la religion, par exemple, est réprimée, ou est-ce que vous avez une certaine liberté, ou comment ils agissent par rapport à je dirais que la religion, c'est un peu à double tranchant. C'est-à-dire qu'on pouvait pratiquer. D'ailleurs, les Américains, les militaires sont eux-mêmes très religieux. Je trouvais qu'ils pratiquaient beaucoup, contrairement à, par exemple, en France. Et donc, par exemple, c'était important pour eux qu'on ait toujours accès au Coran et qu'on puisse prier 5 fois par jour. Ça, ils mettaient un point d'orgue à ce que ce soit possible. En même temps, parfois, ils profanaient le Coran, par exemple. Ou parfois, quand on priait, par exemple, ils pouvaient uriner sur le Coran ou déchirer des pages. Ou parfois, quand on priait, ils pouvaient mettre la musique à fond en pleine prière. Donc, à la fois, on nous laissait cette liberté religieuse, mais à la fois, ça pouvait être aussi utilisé comme arme. Vous restez donc 2 ans et demi à Guantanamo. Aucun contact avec la famille, pas d'avocat, pas de procès. C'est ça. C'est pas comme une prison classique, c'est un camp, donc il n'y a pas de le droit international, la Convention de Genève, on n'y a pas droit.
les seuls contacts avec l'extérieur que nous avons, c'est les délégués de la Croix-Rouge internationale qui laissent parfois passer des courriers. Voilà. Et est-ce que vous diriez qu'autant à Kandahar qu'à Guantanamo, vous avez senti qu'on tentait de tuer votre humanité, votre dignité, votre... Il y a plein de choses j'ai plein de sentiments qui se sont mélangés. D'abord, l'incompréhension, parce qu'à la limite, qu'on me demande des comptes sur là où j'étais, pourquoi j'y étais, je veux bien, mais pas dans ces conditions. Euh, pour une prison qui était censée lutter contre le terrorisme, je trouvais qu'on voulait presque faire de nous des djihadistes, parce qu'avec les tortures, plus l'isolement, en plus la propagande qui circulait librement, parce qu'il y avait des prédicateurs qui appelaient au djihad. Alors, ce n'était pas la majorité des détenus, j'insiste là-dessus, il y en avait quelques-uns. Donc on se dit, mais en fait, c'est presque l'école du djihadisme, en fait, cette prison. En tout cas, si on voulait rendre quelqu'un djihadiste, on s'y prendrait pas mieux. Donc il faut se battre pour la radicalisation. C'est quand même... c'est étonnant pour une prison qui est censée se protéger les Américains contre les conséquences du terrorisme. Enfin, c'était une réalité. Après, donc, rester 2 ans et demi à Guantanamo, on vous transfère vers la France du jour au lendemain, sans vous prévenir, on vous transfère vers la France. Et là, rebolote, vous êtes condamné par la France et incarcéré. Là, moi, je pense rentrer chez moi, descendre de l'avion et retrouver mes parents. Mais en fait, les choses sont très compliquées, puisqu'en arrivant sur place, je suis arrêté par la police. Je suis mis en garde à vue, puis j'apprends en garde à vue qu'il s'est passé beaucoup de choses, en fait. D'abord, mon frère, celui qui m'a parlé de l'Afghanistan, lui-même avait voulu aller faire le djihad en Tchétchénie. En tout cas, il a essayé, il n'a pas réussi. Il a été en Géorgie, et puis à son retour en France, il a été arrêté par la police, qui lui reprochait d'une part de m'avoir envoyé en Afghanistan et lui-même d'avoir voulu faire le djihad, mais il y a même des accusations bien plus graves que ça, puisque les enquêteurs de la DST de l'époque lui reprochaient d'avoir voulu préparer des attaques pour la cause tchétchène contre les intérêts russes en France. Donc c'est quand même des accusations sacrément graves, et à cause de ça, il a été évidemment incarcéré et mis en examen. Et puis une grande partie des membres de ma famille ont aussi été incarcérés. Donc mon père, ma mère et mon autre frère. Pourquoi ? Et ils sont tous mis en examen pour association de malfaiteurs parce que la justice a considéré que chacun était impliqué à son niveau. Par exemple, ma mère, elle avait envoyé un mandat à mon frère quand il était en Géorgie. Mon père, il était imam, donc c'était un peu l'idéologue, entre guillemets, de la famille, etc. En tout cas, tous ont clamé évidemment leur innocence. Ils ont été condamnés. En tout cas, on reste tous d'abord en prison pendant près de 2 ans d'instruction. D'ailleurs, je suis dans la même prison que ma mère, puisque ma mère est à Fleury-Mérogis. Et vous êtes jugé ou pas ? Et on est tous jugés, condamnés pour association de malfaiteurs. Donc mes parents sont condamnés à une peine très légère. Ils sont expulsés vers l'Algérie, puisque c'est la double peine. Ils sont interdits définitivement de territoire français. Mon frère Hakim, lui, il prend la peine maximale, donc il est condamné à 10 ans. Et moi, je suis condamné à 1 an, inférieur d'ailleurs à ce que j'avais déjà fait en détention provisoire. Et puis en deuxième instance, je vais être relaxé par la justice française. Le parquet fait annuler la relaxe, et puis je me pourvois en cassation. Et puis aujourd'hui, je suis devant la Cour européenne des droits de l'homme, et c'est toujours en instruction. Est-ce que vous ressentez une forme d'acharnement de la justice française ? Comme de se pourvoir devant la Cour de justice européenne, c'est pas rien, c'est le dernier échelon, quoi, pour alors se défendre. je dirais pas d'acharnement, je dirais de traitement différent des autres détenus européens, puisque les Français sont les seuls qui ont été poursuivis par leur pays d'origine à leur retour de Guantanamo, alors que les autres Européens ont aussi séjourné dans des camps. Ils ont même été indemnisés d'ailleurs par leur pays d'origine. Mais nous, la France nous a poursuivis. Mais le pire, c'est que la police française nous a interrogés à Guantanamo. Et c'est ces interrogatoires obtenus à Guantanamo qui ont servi de base d'accusation ensuite en France. Alors que vous ne saviez même pas que vous faisiez un interrogatoire pour ce qui allait se passer ensuite. Absolument, c'est ça. D'accord, vous avez été encore pris au piège, quoi. Enfin, c'est ça, ouais. Manipulé. Quand donc vous sortez de prison, vous avez 24 ans. Vous avez passé 2 ans et demi à Guantanamo, vous avez fait de la prison en France. Comment on sort de prison après des expériences aussi douloureuses Surtout, quelles conséquences? Est-ce qu'il y a des chocs post-traumatiques? Qu'est-ce qu'on vit après? Oui, moi je l'avais justement. J'étais malade et j'avais été diagnostiqué du syndrome de stress post-traumatique. Comme son nom l'indique, c'est un stress, mais c'est aussi des trous de mémoire, c'est aussi des cauchemars, des flashbacks, c'est-à-dire qu'on se remémore des moments qu'on a vécu, des souvenirs avec les émotions qu'on avait au moment où on l'a vécu. Enfin bref, le corps il fait plein de trucs bizarres. Et puis en plus, j'ai la famille qui est complètement éclatée. J'ai 5 ans, quasiment un trou de 5 ans dans mon CV à justifier. Et puis il faut se reconstruire. Donc c'est très difficile de remonter la pente.
Et comment vous allez faire pour Ben, justement... je vais me débrouiller, je vais faire de Qu'est-ce que- l'intérim, on va me reconnaître, et puis je vais me faire licencier, je vais aller dans le bâtiment parce que je ne pouvais plus être dans le social, les métiers que je faisais avant, parce que à cause de mon parcours, je deviens carreleur, et puis après je suis salarié, je suis artisan, et puis après je deviens encadrant dans l'insertion, donc j'apprends à des jeunes mon métier de carreleur. Et puis ensuite, je deviens médiateur dans une structure qui accompagne d'anciens détenus dans leur réinsertion. Donc ça, c'est ce que je fais aujourd'hui. Et en parallèle de ça, j'ai toujours témoigné, parce que j'avais écrit un livre en 2006 où je raconte mon témoignage, et puis j'ai décidé d'aller témoigner, de raconter mon parcours, parce que j'avais remarqué que des jeunes, principalement musulmans, étaient attirés par le djihad, ou en tout cas que je pouvais être pour certains d'entre eux un exemple, mais pour les mauvaises raisons. C'est-à-dire que des jeunes disaient, ben, Mourad, t'es parti faire le djihad et tout, t'es un bonhomme, ben, nous on aimerait bien faire comme toi. Moi ça me gênait d'entendre ça. Et je pensais que c'était une mauvaise idée, en tout cas ce que me disait. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre et que j'ai témoigné dans les écoles et ailleurs, même dans les quartiers, et que je continue à faire depuis quasiment 15 ans maintenant. Et vous me disiez aussi que la structure dans laquelle vous travaillez pour accompagner des jeunes dans la réinsertion, vous dites que c'est un dispositif que j'aurais aimé avoir moi quand justement je suis sorti de prison. Oui, c'est aussi ce qui m'a motivé à y entrer. Je pense que c'est quand j'ai été livré à moi-même en sortant de prison, j'aurais aimé oui, qu'il y ait un dispositif qui m'aide parce que je considère que j'avais eu un parcours spécifique et que j'avais besoin d'un accompagnement spécifique aussi. Donc ouais, c'est pour ça que je le fais volontiers aujourd'hui, ça me fait plaisir. Moi je dis bah, je peux faire à d'autres ce que j'aurais aimé qu'on me fasse. Ouais. Il y a des résultats encourageants. Bah, je serais modeste franchement, je pense qu'il faut être modeste. Moi j'entends dans les médias des gens qui viennent et qui disent nous on déradicalise, on a des méthodes de déradicalisation. Moi je pense qu'il ne faut pas avoir ce discours-là. Et personne n'a la recette miracle. Tout ce que je constate c'est que ceux qu'on accompagne ne récidivent pas. Voilà. Et puis ils trouvent un job, un logement, ils se réinsèrent, ils sont tranquilles et voilà, moi c'est ce que je peux dire. Merci beaucoup Mourad. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, d'avoir transmis ce message très fort pour comprendre un peu depuis une personne qui a vécu ça dans sa chair, hein, la guerre contre le terrorisme. Merci infiniment. Quant à nous, on se retrouve pour la 3e table ronde donc pour évoquer les conséquences intérieures du 11 septembre